Je m'appelle Christophe Rivet, je suis ingénieur de procédés, je suis à EM Lyon. Et ensuite, j'ai vendu du ruban à des mercières, j'ai dirigé la plus grande entreprise d'installation de France et j'ai monté, et je suis toujours dirigeant d'un fonds d'investissement, éco-associé. Et parallèlement à cela, depuis 15 ans, je suis coach de dirigeants. Mais en 2008, je me forme dans une école, un nouveau métier de praticien en pratique épigénétique, nouveau métier, puisqu'il y a le mot épigénétique dedans, et qu'au-delà de ma fonction de thérapeute aujourd'hui, j'ai souhaité décliner de toutes ces connaissances une approche dédiée au monde de l'entreprise pour apporter un nouvel éclairage sur le stress. Alors pourquoi faire cela? Parce que le contexte actuel dans les entreprises est un contexte de vagues endémiques montantes dont les chiffres sont effrayants, ou en tout cas impressionnants. 3 milliards de coûts estimés par an, 60% des arrêts maladie qui seraient liés à des stress professionnels, 100 000 burn-out en France, 3 millions d'actifs qui se disent en situation d'épuisement professionnel, et la possibilité demain, si les députés le votent, que le burn-out soit qualifié de maladie professionnelle, ce qui rajouterait des contraintes à la contrainte. Et donc une situation compliquée, difficile. Alors qu'ont fait les entreprises depuis 30 ans pour gérer le stress? Beaucoup de choses. Elles ont développé des techniques, elles ont intégré des experts, elles ont beaucoup traité l'environnement, elles ont traité le stress en lui donnant des raisons et des justifications par rapport aux contraintes environnementales dans lesquelles étaient plongés les collaborateurs. Donc plus de sécurité, plus de confort, plus de partage, plus d'écoute. Finalement aussi une volonté clairement affichée, après avec des succès plus ou moins éclatants, de remettre l'humain au centre de l'entreprise, de mieux l'écouter, de mieux le comprendre. Donc beaucoup de choses ont été faites, mais visiblement ça ne suffit pas quand on constate aujourd'hui l'augmentation absolument incroyable et la proportion que prennent. Alors qu'est-ce que le stress dans les entreprises? Le stress dans l'entreprise, c'est comme le stress ailleurs, hein. C'est toujours une alerte que la personne n'est pas adaptée à son environnement. C'est pour ça qu'on a traité l'environnement d'ailleurs. Mais le stress est une fonction naturelle, elle existe depuis que l'homme est homme et depuis la création de la vie sur Terre, puisque c'est le stress qui nous alerte qu'il va falloir fuir par rapport à un danger. C'est le stress qui nous garantit de rester pérenne et vivant. C'est le stress et le fait de le traiter dans cette fonction d'alerte qui a permis, y compris à l'espèce humaine, de survivre aux contraintes environnementales qui ont été celles de la Terre depuis 4 milliards d'années. Donc le stress a une fonction essentielle. C'est dans sa durée que le stress pose un problème. Parce que quand l'environnement, la personne se trouve inadaptée par rapport à son environnement, qu'elle le lie de façon désagréable, voire dangereuse, et qu'elle trouve des solutions, le stress disparaît. C'est-à-dire que les ressources utilisées chez l'individu, dans sa biochimie, grâce à sa biochimie, vont se remettre en équilibre par rapport à l'environnement. Donc d'abord et avant tout, le stress, c'est une fonction naturelle. C'est dans sa durée qu'elle ne l'est pas. Alors, l'épigénétique peut être utilisée en lien avec le stress dans le cadre de l'approche qui est celle qui est proposée. Et ça veut dire qu'au départ, il faut aborder ce que, finalement, le Big Bang des neurosciences depuis une dizaine d'années. Ce Big Bang apporte des éléments extrêmement importants par rapport aux connaissances d'avant, sur le cerveau et dans le domaine qu'on vient de mentionner, qui est l'épigénétique. Alors, d'abord sur le cerveau. On sait que notre stress, ce n'est pas notre cerveau conscient qui va le fabriquer, puisque le stress fait partie de nos ressentis, et nos ressentis sont, on ne va pas entrer dans les détails, mais dans notre cerveau limbique. Aujourd'hui, on connaît très bien le fonctionnement de ce cerveau, on sait comment il fonctionne, où est-ce qu'il a appris, comment il apprend, comment il stocke, etc. L'épigénétique, c'est un sujet fabuleux, et la meilleure façon de l'illustrer, c'est de regarder comment on l'a étudié chez les abeilles. Sachant que chez l'être humain, on ne diverge pas tellement plus dans nos fonctions de ce qui existe dans la nature, à l'exception de l'expression dans laquelle la fonction peut être exprimée. Donc, des abeilles, on peut le décliner à l'être humain, mais on va l'expliquer chez les abeilles, c'est un peu plus simple. Si vous donnez de l'alger royale à une larve d'abeille, elle devient reine, elle vit 5 ans, elle est un peu plus grosse et elle peut se reproduire. Si vous donnez du pollen ou du miel à une larve,
elle devient ouvrière, elle vit 2 mois et elle est stérile. Le tout en gardant le même ADN. C'est l'expression des gènes qui va changer. Et l'expression de ces gènes va donc dépendre, là, pour le coup, de l'alimentation. Mais on le sait également, c'est démontré aujourd'hui du point de vue scientifique que ce que nous mangeons a une influence sur l'expression de nos gènes. Et donc l'idée, sachant que le stress est une alerte qui nous permet de constater notre inadaptation, sachant que les espèces qui ont survécu sont celles qui ont été le mieux adaptées, et donc finalement que tout ça va s'inscrire à un moment donné dans l'ADN d'une manière ou d'une autre, mais à une échelle de temps qui est lente, eh bien, il est vraisemblable que, à travers nos comportements, l'expression de nos gènes garde la trace de génération en génération, à la fois de nos adaptations et de nos inadaptations. Mais comme elle est réversible à travers nos comportements, il est possible aujourd'hui, en apprenant à fonctionner différemment, parce que l'alerte de stress va être décryptée, va être comprise et va permettre d'apprendre autre chose, eh bien, d'améliorer nos possibilités de rester adaptés. L'idée, si vous voulez, c'est de proposer aux entreprises d'utiliser le stress non plus comme une contrainte, mais comme une ressource. De transformer le regard qui est porté sur le stress sous forme de contraintes, en lui donnant des raisons, des justifications, des explications, ce qui se situe dans notre conscience élaborée, de lui donner un sens d'adaptation. C'est-à-dire que finalement, ça reviendrait à prendre de l'environnement actuel ce qui paraît comme légitimement faisant partie du paysage aujourd'hui, et cela pour un certain temps. Dès lors qu'on ne peut plus agir de façon drastique sur cet environnement, en tout cas de façon raisonnablement drastique, face aux ruptures économiques que nous avons, face aux concurrences qui sont celles des entreprises, ou alors il faut se replier dans sa grotte et revenir à l'état de Cro-Magnon, ce qui ne va pas dans le sens de l'évolution. Mais dans un sens d'évolution, on va dire à peu près raisonné et intelligible, on va considérer qu'aujourd'hui, on va travailler sur le sens que le stress donne pour expliquer et donner la possibilité aux collaborateurs et aux entreprises de le vivre comme une ressource leur permettant de prendre une direction d'adaptation. Parce que l'adaptation pour les entreprises, c'est un facteur essentiel dans un monde où les choses ont évolué de façon drastique, elle également. Avant, il y a 30 ans ou 40 ans, allez, on va pas chipoter sur 10 ans, on avait un emploi à vie dans une entreprise à vie, avec un mari ou une femme à vie. Enfin, c'est plus le cas aujourd'hui. Les choses à vie n'existent plus. C'est un peu difficile aujourd'hui à intégrer. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Que faisons-nous? Repartons-nous en arrière ou considérons-nous que brutalement cet environnement, c'est le nôtre? Comme si finalement il n'y avait pas encore assez de générations de collaborateurs, de salariés participant au monde économique pour intégrer que cette nouvelle donne où les changements étaient nombreux au cours d'une vie, où ces changements pouvaient être accompagnés de ruptures de valeurs, de rencontres très diverses, de changements de paysages brutaux, d'accélération de contraintes, mais également d'avantages aussi, au sens de bien-être possible, eh bien tout ça avait pris une vitesse incroyable. Et que pas assez de générations s'étaient succédées pour avoir, dans la transmission des comportements et finalement dans l'inscription, dans l'expression de nos gènes, suffisamment de recul pour pouvoir être totalement adapté à ce nouvel environnement économique pour le coup. Alors, la solution qui est proposée par ce qu'on appelle Stress and Progress, une espèce d'école du stress, c'est de proposer à travers 15 grandes thématiques aux entreprises qui couvrent à peu près l'ensemble du spectre des stress qui sont rencontrés, de leur proposer des clés de lecture, de décryptage, en tant qu'alerte pour leur futur économique, de leur proposer des outils pour prendre ceci en compte, afin de, à la fois limiter dans la durée et limiter dans les effets négatifs lorsqu'ils s'inscrivent dans l'inadaptation, ces stress, afin de rendre aux gens la possibilité de s'accélérer dans leurs adaptations
et de permettre aux entreprises d'avoir 10 coups d'avance dans leur monde concurrentiel. Non seulement d'avoir 10 coups d'avance, mais en devenant autonome par rapport à cette lecture et aux outils, de les garder, ces 10 coups d'avance. C'est ça, la proposition de Stress on Progress. Et donc, aujourd'hui, le stress peut devenir une ressource qui permet de s'orienter, qui permet d'anticiper, qui permet d'apporter du bien-être et de l'efficacité, ce qui peut paraître provoquant, mais ce qui est la réalité de la solution qui est aujourd'hui proposée par Stress on Progress. Je vous remercie.